Avec 1500 mètres de longueur et 120 mètres de hauteur, le barrage Soapiti est une montagne de béton de 9 millions de tonnes. Il est l'un des plus puissants de la sous-région. Véritable joyau d'ingénierie, la réalisation du barrage a englouti 3 860 mètres cubes de béton. Nous avons englouti près de 450 000 tonnes de ciment. En même temps, ça ne consomme pas beaucoup de fer, mais nous avons englouti plus de 30 000 tonnes de fer à béton. Et derrière ce massif, à la date d'aujourd'hui, nous avons près de 4 800 millions de mètres cubes d'eau. Ce barrage que vous voyez, ce que vous voyez en haut, 120 mètres, il y a la même dimension sous terre. On a perforé sur les 1156 mètres, chaque 1,50 m, un trou qui est entre 65 et 80 mètres. On a injecté du ciment. Il y a des trous qui peuvent prendre jusqu'à 5 tonnes de ciment pour souder toute la fissuration. Pour réaliser un tel ouvrage, les défis géologiques sont énormes et les contraintes de sécurité majeures. Retenir 6,317 milliards de mètres cubes d'eau demeure un véritable exploit technique et technologique. Les montagnes que vous voyez, on a dégradé leur géologie. Elles ne peuvent plus résister à la pression de l'eau qui passait là-dedans de façon naturelle. C'est pourquoi à l'intérieur, chaque côté, c'est-à-dire chaque rive, vous prenez la montagne à gauche et la montagne à droite, on a percé des tunnels, des galeries d'une centaine de mètres avec environ 5 mètres de diamètre pour permettre, c'est-à-dire pour faire le drainage de la montagne, pour ne pas que l'eau qui se trouve concentrée à l'intérieur de la montagne, à partir du moment où on a coupé pour la construction du barrage et que ça pousse la terre et la terre se casse et vient augmenter le volume du barrage, ce qui cause des accidents dans le monde entier. Soapiti est un ouvrage en avance sur son temps. Ces normes de sécurité réduisent presque à zéro les risques de rupture du barrage. Il est conçu pour résister à des tremblements de terre, mais aussi à des crues qui pourraient arriver dans 1000 ans. Son système d'évacuation supérieur et inférieur, à l'image de ces deux énormes vannes, font du barrage un ouvrage insubmersible, quelle que soit la quantité d'eau. Le barrage de Soapiti est conçu pour résister et faire passer une crue de 1000 ans. C'est-à-dire une crue exceptionnelle qui arrive une fois pendant 1000 ans. Et pour sa réalisation, on l'a réalisé pour qu'il résiste à une crue de 5000 ans. Ces crues dont je parle, le maximal c'est 4360 mètres cubes par seconde. Donc l'ouvrage là va prendre une partie au cas où ces crues arrivaient pour protéger la population en aval et protéger l'ouvrage lui-même. Et l'ouvrage que vous voyez à côté en escalier va prendre les 2400 mètres cubes secondes, qui n'a pas commencé à fonctionner pour le moment. Cette année, il ne va pas fonctionner compte tenu du fait qu'on ne va pas arriver à la crête du barrage. Donc en matière de sécurité, tout est prêt, tout est surveillé. Il y a un document spécial, suivant le standard international, qu'on est en train de réaliser pour mettre à la disposition des exploitants et de l'État guinéen pour permettre de surveiller le comportement du barrage afin de sécuriser la population, d'abord le barrage lui-même et la population en aval. Aujourd'hui, les travaux de génie civil sont à 99%. Soapiti est un barrage vivant. Pas moins de 1500 capteurs répartis sur 4 km de galeries dans le corps même de l'ouvrage permettent d'ausculter 24 heures sur 24 les moindres compartiments de la retenue. Il y a tout un système de sécurité installé pour permettre de rentrer dans le corps du barrage lui-même et vérifier ce qui se passe. Là où nous sommes à la première galerie. Il y a deux autres au-dessus de nous qui permettent de contrôler le comportement du barrage. Vous voyez ici deux équipements, voire même trois. Ici, vous avez cet équipement qui permet à tout moment
de savoir quelle est la pression d'eau qui se développe dans les rochers. À une cinquantaine de mètres de profondeur, cet équipement permet, vous voyez, il y a une lecture directe ici, qu'on va transformer en valeur de pression, qui nous permet de savoir comment la pression se développe sous le barrage ici. Pour maîtriser les infiltrations souterraines de l'eau, souvent fatales pour plusieurs barrages, des milliers de forages pompent continuellement les quelques quantités qui cherchent à se frayer un chemin à travers les fondations du barrage, allant jusqu'à 94 mètres de largeur par endroit. À côté, vous avez un drain qui est en train de débiter une certaine quantité d'eau. Pourquoi? Parce que vous avez dû voir tout le long de cette galerie, à chaque 3 mètres, il y a un équipement comme ça, un forage, qui varie de 50 à 80 mètres de profondeur pour capter les quantités d'eau qui traversent les fissures. Parce que quel que soit ce qu'on fait, il y a toujours la géologie, la complexité de la géologie, on ne peut pas dire qu'on a réussi à 100%. Donc il y a toujours de l'eau qui cherche à passer dans les micro-fissures et pour empêcher que cette eau ne développe une force, les forces les plus dangereuses pour les barrages qu'on appelle les sous-pression, on a mis un forage à chaque 3 mètres, dont la profondeur, je viens de dire, varie de 50 à 80 mètres, pour capter ces quantités d'eau et les évacuer en surface. C'est ce qui permet de savoir est-ce qu'au fil des années, il y a une dégradation qui est en train de se produire à l'intérieur du barrage. C'est ce que vous êtes en train de voir. La même chose est faite entre la galerie, la deuxième galerie, et la galerie où nous sommes. C'est ce que vous voyez là, la descente des tuyaux bleus là. Donc il y a une liaison à travers ces drains entre la galerie qui est en haut et la galerie intermédiaire et là où nous sommes. À chaque fois, l'eau essaye de se concentrer pour créer des contraintes à l'intérieur du corps du barrage. Elle trouve quelque part où sortir pour être évacuée et tout cela est mesuré. Pour produire 450 MW, de l'eau d'une poussée de 2000 tonnes devra pénétrer ces 4 énormes conduites forcées jusqu'aux turbines. Pour ne pas que la conduite se déforme, pour qu'elle garde toujours sa position, vous avez vu, il y a à côté du massif de béton, il y a des bagues qui sont là-bas. C'est un système d'accordéon qui est à l'intérieur, qui permet à la conduite de faire des petits déplacements dans l'ordre de 50 mm. Ce n'est pas beaucoup, hein? Mais quelle que soit la température, la conduite ne va pas se déformer. En plus, en matière de sécurité, vous avez vu un gros massif de béton qui est au sommet de la conduite. Parce que la conduite est piquée directement au niveau de la retenue, avec 2 portes, 2 vannes qui permettent de fermer ou d'ouvrir. Et lorsque vous ouvrez les portes là et que l'eau rentre dans la conduite, elle prend une direction horizontale au départ pour traverser le barrage. Maintenant, pour venir à l'usine, elle change de direction. Il y a une courbure que vous voyez là, elle rentre. Maintenant, la pression qui arrive au niveau de ce coude est de l'ordre de 2000 tonnes. Donc, si on n'avait pas mis ce massif de béton, cette masse de béton, la conduite allait s'arracher et ça va créer des dégâts, non seulement pour l'usine, mais pour les populations aval. Soapiti, c'est aussi l'usine du barrage en grande partie sous les eaux. Cette salle des machines équivaut à un immeuble de 18 étages. Le chantier est à 87%. Au-delà de ces 4 énormes transformateurs, 3 des 4 turbines du barrage sont déjà installées. Vous avez 4 groupes qui vont être abrités sous cette usine de puissance unitaire 112,5 MW chacun, avec un débit nominal en eau de 144,5 m3 par seconde. Alors, devant, ici, nous avons 2 éléments du dernier groupe. L'élément que vous voyez ici, c'est la jante du rotor du dernier groupe. Et celui que vous voyez derrière moi,
c'est le stator du dernier groupe. Donc le stator est la partie fixe qui est là et c'est dans ce stator que se fait l'induction et où se crée l'énergie de rotation se transforme en énergie électrique évacuée sur le réseau. Et le rotor, quant à lui, dans sa rotation excitée, va permettre cette conversion de l'énergie mécanique en énergie électrique. C'est dire que tout l'ouvrage que vous voyez de la rive gauche à la rive droite, les vannes, tout ce qu'on en fait, c'est dans le but de faire tourner ce rotor que vous voyez. Tout ce qui est fait pour son fonctionnement normal, pour sa garantie, pour qu'il fonctionne de façon optimale, tout est déjà en place. Vous avez les auxiliaires communs de l'usine qui sont par exemple le système à courant continu qui alimente les relais de contrôle et de protection. Vous avez le système à air comprimé qui va servir au régulateur de vitesse de la turbine de fonctionner et aussi pour les usages auxiliaires de l'usine. En plus de ça, la particularité c'est que chacun des 4 groupes est indépendant. Ils ne sont unis que par les auxiliaires communs dont je viens de citer, le système à courant continu et l'air comprimé. En dehors de ça, chacun a sa conduite forcée à lui et puis un groupe de tuyauterie propre à lui pour le refroidissement de ses paliers, de sorte que la panne d'un groupe n'entraînera pas l'arrêt des autres. Quand tu es dans la salle de commande, en face de l'ordinateur, tu vois tout ça en clair. C'est-à-dire tu vois le niveau d'eau aujourd'hui, le niveau d'eau dont tu as besoin à chaque minute, tu as le niveau d'eau. C'est grâce à ces appareils-là qu'on peut voir ça dans la salle de commande. Tu n'as pas besoin de te déplacer, ni prendre des appareillages pour mettre dans le nom. Tu vois tout dans la salle de commande. Et ça, on a ça et tu peux allumer, tu peux démarrer le groupe dans la salle de commande sans te déplacer et tu peux l'éteindre aussi dans la salle de commande sans te déplacer. Donc c'est la raison pour laquelle nous disons que cette centrale c'est une centrale intelligente. On va avoir aussi un réseau intelligent. Et les Chinois nous ont dit en Chine que la centrale de Soapeti est un exemple des trigorges en Afrique. Pour garantir et certifier la qualité des travaux, le gouvernement guinéen a fait appel au cabinet français Tractebel, spécialisé dans le contrôle des grands ouvrages. Depuis le début du projet, ces experts sont sur le terrain pour s'assurer du respect des normes de toutes les phases de réalisation du barrage. Nous avons sur place une équipe d'ingénieurs expatriés et d'ingénieurs locaux qui contrôlent les plans, qui contrôlent les travaux réalisés, qui contrôlent les essais qui sont faits, que ce soit pour le génie civil, pour l'hydromécanique ou pour l'électricité ou les communications. Un contrôle, ça peut consister pour le génie civil à assister d'une part aux essais qui sont faits en laboratoire de génie civil, sur les résistances de béton, sur les portances de sol, sur des choses comme ça. Ça consiste aussi sur place à aller vérifier les coffrages, les armatures, s'assurer que les plans sont respectés. Ça consiste pour l'hydromécanique à vérifier que les problèmes de solidité, d'étanchéité, de fonctionnement oléo-hydraulique sont garantis. Ça consiste pour l'électricité à assister aux tests qui sont faits sur tous les circuits électriques. Aujourd'hui, ce barrage est construit suivant l'évolution des équipements. Il est à classer parmi les ouvrages qui sont des ouvrages récents et modernes, oui, bien sûr. Le projet Soapiti intègre aussi un plan de gestion environnementale et sociale ambitieux. Au-delà de la relocalisation de 19 villages, le reboisement de 2200 hectares le long du fleuve est en exécution. Pour détourner les communautés riveraines du projet des pratiques nocives à la santé du fleuve, des programmes de sensibilisation et de reconversion sont envisagés. Le plus gros défi, c'est le reboisement. En fait, une surface de 264 km² a été ennoyée. L'ennoiement donc a provoqué la perte des ressources ligneuses. Donc il faudra mettre en place un programme de reboisement qui puisse permettre de renouveler cette biomasse qui a été perdue avec des approches intelligentes qui permettent de pérenniser toutes les superficies qui vont être reboisées. Il y aura des projets qui portent sur des volets agro-silvopastoral
pour promouvoir l'élevage, la sylviculture et l'agriculture. Mais de l'autre côté, avec la formation de la retenue, la ressource en eau et les ressources halieutiques vont abonder. Donc il va y avoir la promotion des pêcheurs, mais aussi des aspirants pêcheurs. Mais au-delà de ça, il sera développé des activités non agricoles, qui sont par exemple les activités génératrices de revenus. Les petits métiers qui se trouvaient dans la zone vont être valorisés. Tous réalisés sur le concours, Soapiti est conçu en intelligence avec Caleta. Très écolo, il consomme presque la même quantité d'eau que Caleta pour tourner à plein régime et produire ses 450 MW, soit 572 mètres cubes par seconde. Avec une maîtrise parfaite de l'eau, Soapiti est capable de libérer juste la quantité nécessaire pour Caleta à travers ces énormes vannes et résoudre ainsi le problème d'étiage et ses galères d'eau. C'est un dispositif dans la conception de Soapiti Caleta qui sert au cas où, c'est-à-dire avant le démarrage de Soapiti, de faire fonctionner Caleta. Et pendant le fonctionnement de Soapiti, s'il arrive que la centrale soit à l'arrêt, c'est ce dispositif qu'on va utiliser pour faire fonctionner Caleta. En ouvrant des portes, je vais utiliser le mot porte, sinon le nom c'est des vannes. C'est des énormes vannes qui pèsent 300 tonnes, la première, et plus de 120 tonnes la deuxième. Et c'est la même quantité d'eau, elle est calculée pour le besoin d'énergie à Caleta. Aujourd'hui, on a l'impression que le jet est énorme, comme je viens de dire, mais on est autour de 350 m3 secondes, alors que sa capacité réelle, c'est 1000 m3 secondes. Il y a 2 trous, ça fera 2000 m3 secondes. Les 2 barrages à plein régime auront une puissance cumulée de 690 MW pour accélérer l'électrification de tout le pays et d'autres de la sous-région. Des projets d'interconnexion à l'image de celui de l'OMVG qui fait 1675 km sont en cours. Pour le transport de l'énergie, 15 postes de transformation sont réalisés jusqu'en Guinée-Bissau. Le président continue toujours de son engagement traditionnel à renforcer l'intégration sous-régionale, à réaliser Caleta sur fonds propres de la Guinée, mais à garder son caractère régional. Il a donc décidé de céder 30% du productif de Caleta aux 3 autres pays membres de l'OMVG. Cette ligne fait 1677 km. 1677 km, dont 575 km en territoire guinéen. Vous avez vu ici Sambagalou, c'est dans Kédougou, au Sénégal. Il y a la frontière entre la Guinée et le Sénégal. Donc le premier poste en Guinée, c'est le poste de Mali. Le second, c'est le poste Labé. Le troisième, c'est le poste de l'Insan. Avec l'extension du poste de Caleta, nous, parce qu'on a déjà fait le poste quand on le construisait, le poste de Boké qui permet de transporter l'énergie vers la Guinée-Bissau, la Gambie et le Sénégal. Le long de toute cette ligne-là, à chaque 10 km ou 15 km de chaque côté de la ligne, tous les villages qui sont dans ce corridor vont être électrifiés dans le cadre du volet électrification rurale. Au total, 3 projets d'interconnexion sont en phase d'exécution. Le projet Guinée-Mali qui intègre la Haute-Guinée et la Guinée forestière et le projet Côte d'Ivoire, Libéria, Sierra Leone, Guinée, CLSG. Un partage énergétique avantageux pour l'ensemble des pays qui se retrouvent tous sur les mêmes réseaux, ce qui permet de prendre la ressource à divers points. À partir de l'INSAN, vous allez croiser plusieurs réseaux, interconnexion. Dès que l'énergie peut manquer en Guinée, un déficit ici, on peut prendre en Côte d'Ivoire, le prix est bon. Comme ça, il y a la ligne Côte d'Ivoire, Libéria, Sierra Leone, Guinée, qui vient à l'INSAN. De l'INSAN, on ravitaille, il y a Guinée-Mali qui s'en va. Donc par là, ça vient vers là-bas, on peut alimenter. C'est-à-dire, l'interconnexion permet la circulation de l'énergie pour éviter des crises.
Dès qu'il y a crise, il y a la disponibilité quelque part, on prend là-bas pour satisfaire la demande. Voilà l'importance de l'interconnexion. Voilà l'importance de l'interconnexion. Et pour la Guinée aussi, vous savez que nos seules sources de devises aujourd'hui tournent autour du secteur minier. Mais quand on exporte l'énergie, donc ça multiplie les sources de devises. L'énergie que les autres pays vont consommer, ce n'est pas en francs guinéens qui vont nous payer. Depuis 2010, la Guinée a multiplié sa production hydroénergétique. Une véritable volonté politique qui est de fournir une énergie propre aux populations. Que dans le domaine de l'énergie, nous avons notre destin en main. Et quand on sait que depuis les années 50, des années 50 à nos jours, ça n'a pas été un long fleuve tranquille. Hein. Ça a été la croix et la bannière. Concourier qui était devenu un mythe, hein, un serpent de mer aujourd'hui est une réalité et qui fait la fierté de notre pays. Et tenez-vous bien, j'ai dit à vos confrères la dernière fois, aujourd'hui, la Guinée est dans le même giron que le Sénégal. Et ce n'est pas exclu que nous le dépassions. Parce que déjà, la marche est très faible. Naturellement, les chiffres officiels parviendront. Mais ce qui est certain, c'est que quand on sait d'où l'on vient et qu'aujourd'hui nous soyons dans le giron du Sénégal, vous voyez le progrès qui a été réalisé. Aujourd'hui, Soapiti est une fierté nationale. Sa mise en service en 2021 permettra enfin à la Guinée de tourner la page des délestages, ce qui permettra au pays d'accélérer son développement économique et social bénéfique à tous les Guinéens.